Déjeuner-débat avec Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt et porte-parole du gouvernement. Depuis Chambord, où il a été question de l'après 2020, du Brexit et de la façon dont les différents ministres pouvaient envisager, ou l'ensemble des ministres qui étaient présents pouvaient envisager la suite à cette réforme de la PAC, enfin à cette PAC, et comment la réformer. Est-ce qu'il y a eu des avancées par rapport à ce rendez-vous qui a été important à Chambord, et notamment, est-ce que il a été émis l'idée de créer un troisième pilier, en tout cas de réunir tout ce qui concerne le système assurantiel et lui donner plus d'importance. Bon, en France, on connaît l'attachement qu'il y a au premier pilier. Voilà. Quelles ont été les réactions et puis comment vous envisagez que ce soit possible? Donc il y a 4 points qui sont sortis de ce débat de Chambord et qui vont permettre, je vous le dis tout de suite, d'avoir un déjeuner spécifique lors du Conseil de l'agriculture à Bruxelles le mois prochain, sur proposition slovaque, donc post-Chambord, sur la base de ce qui a été dit à Chambord. C'est quoi les 4 points? Le premier, c'est un budget. Tout le monde a réaffirmé, et mon collègue Christian Schmitt de l'Allemagne a nécessité de préserver un budget pour la politique agricole, ce qui n'était quand même pas évident après le Brexit, parce que c'était ça le sujet. 2, on a besoin de simplifier nos systèmes, ça c'est sûr, et on voit bien aujourd'hui, partout dans tous les pays, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un besoin de simplification. 3, il y a des grands enjeux qui dépassent la question agricole, qui s'adressent à l'ensemble de la société, aux citoyens, sur le défi climatique, sur les grands enjeux alimentaires, qui font consensus pour dire que la PAC doit être capable d'y répondre aussi. Et 4, c'était de dire, face à la volatilité, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'avoir dans la PAC une politique spécifique? Si les 20 pays qui étaient présents considéraient que c'était acceptable de le dire, il y a eu d'exprimer, dans le cadre des débats à Chambord, effectivement l'idée d'un troisième pilier. Ce que je pense, et c'est ce qu'on a mis dans notre papier PAC 2020, c'est qu'il faut faire une ponction à un moment sur le premier pilier pour alimenter un système de mutualisation des risques, avec 3 grands risques qu'on a repérés, le risque sanitaire, le risque climatique et le risque économique. Alors on a fixé dans notre papier 2020 un cadre, c'est-à-dire que ce risque serait pris en compte jusqu'à 30% de perte. Au-delà de 30%, on est dans un autre sujet qui appelle à la solidarité. Alors, le problème, c'est que les échéances électorales feront sûrement qu'une partie des ministres qui étaient à Chambord ne sera plus là au moment de la négociation de la PAC. Je suis même le dernier ministre qui a négocié cette PAC, aujourd'hui autour de la table. Donc, ce travail va servir. Donc, prochaine étape, Conseil de Bruxelles, avec un déjeuner sur cette base-là. Et le contrat cyclique ou la question assurantielle de la mutualisation, sur les 4 points que j'ai évoqués, elle est dedans maintenant. C'est-à-dire que tout le monde prend en compte l'idée qu'on ne va pas pouvoir continuer à gérer le système comme ça sans bien réfléchir à la manière dont il va falloir donner des outils pour éviter que les agriculteurs subissent de manière violente les aléas climatiques, sanitaires, voire économiques. Voilà. Donc, je vous dis, suite à donner, en France, on va avoir un gros travail qui va être fait. Donc, on aura quand même des choses très solides à la fin de l'année, pour ce qui nous concerne. Mais à l'échelle européenne, je vous le confirme, sur ce 4e point, il y a quand même eu un vrai, un vrai consensus. Vrai consensus. Les députés européens parlent beaucoup, à nouveau, comme la PAC précédente, d'emploi et d'essayer d'introduire un peu plus le volet emploi dans la PAC. La réforme précédente, on avait un peu laissé tomber cette idée en se disant on ne peut pas avoir on ne peut pas lier les aides directes à l'emploi parce qu'on aurait des aides trop fortes au pays de l'Est par rapport à ici, par rapport à nos niveaux de vie. Est-ce que c'est à nouveau un sujet qui est sur la table? Frédéric parlait de leur niveau de vie qui ont augmenté. Est-ce qu'ils veulent à nouveau des PU uniques partout? Sur
sur la demande des pays d'Europe centrale, c'était la convergence, c'était la première demande. La question de l'emploi, on la pose chez nous, aujourd'hui. Mais la question des pays d'Europe centrale, c'était la convergence, c'est comment ils augmentaient leurs aides à l'hectare. La réforme de 2013 va mettre en place partout des dotations, des DPP. Donc on est rentré dans un processus d'aide à l'hectare partout dans le monde. Quand vous dites qu'on n'a pas tenu compte de l'idée de l'emploi, j'oubliais que la France, toute seule, a proposé le paiement redistributif pour essayer de remonter une partie des aides sur les premiers hectares. Et que ça se met en place et on va voir, là, on a sorti d'ailleurs un chiffrage. Je vous le dis, dans les débats que j'ai connus avec les 80% des aides pour 20% des agriculteurs, aujourd'hui on va être à une courbe de Gini qui doit être 43% des aides. Hein, 43,57. 43,57. 33% des aides vont à 57% des aides. Donc on a complètement modifié la structure du versement des aides. Une redistribution comme ça, on regardera dans l'histoire, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Alors après, l'emploi. J'imagine, il y a Éric Andrieux qui sera... L'emploi, moi je ne suis pas contre. C'est lequel? Est-ce que c'est les salariés? Est-ce que c'est les exploitations agricoles? Qu'est-ce qu'on intègre dans l'emploi? Bon, ça c'est déjà la première question qu'il faut se poser. Et deuxièmement, voilà, si on passe de l'emploi, des hectares à l'emploi, c'est vrai, c'est logique et ça peut avoir son sens. C'est là où il y a le plus d'emplois qu'il y aura le plus d'aides, c'est normal. Bon, est-ce qu'on est prêt à avoir des transferts qui peuvent être extrêmement importants? Alors après, on peut me dire, oui, mais ça, c'est pas logique, mais il faut que ceux qui disent qu'ils vont vers l'emploi complet, c'est-à-dire je quitte les hectares et je vais vers l'emploi, disent qu'ils assument le fait qu'à ce moment-là, il y a des effets de transfert en termes d'aide qui sont colossaux. Hein. Parce qu'on ne peut pas dire tout et son contraire. Parce que je vois bien ce qu'il y a derrière, c'est en gros, on prend l'emploi, mais on essaye de garder quand même le niveau des aides. Ouais, mais c'est toujours pareil, les gens, ils sont toujours faits... Enfin, je veux dire, on renvoie aux politiques, il y a des choses contradictoires, c'est où vous choisissez l'emploi, et à ce moment-là, 3,5 millions d'exploitants agricoles en Roumanie, je ne sais pas combien en Bulgarie, 3,5 millions par rapport à 400 000 en France. Par contre, en hectares, eh ben c'est vrai, la France a plus d'hectares que la Roumanie. C'est dégueulasse, bon voilà, c'est le choix qui a été fait à l'époque. Je dis simplement que l'arbitrage, il doit être fait. Et si politiquement certains veulent aller vers l'emploi, c'est ce que j'ai fait avec le paiement redistributif, c'est où on passe des hectares à l'emploi, mais là, ça a des conséquences. On ne peut pas dire les deux. Non, on ne touche pas, mais en même temps, parce que là, ça se complique, là. Monsieur le ministre, bonjour. Je voulais vous poser une question de la Chenette du Figaro concernant les chiffres de la MSA et le revenu des agriculteurs. On a vu pour 2015, ce sont 30% des agriculteurs, donc près d'un tiers, qui touchent moins de 354 € par mois en termes de revenus. Pour 2016, après des récoltes dramatiques cet été, des prix du lait au plus bas, prix de la viande au plus bas, des très faibles rendements dans les vignes, le président de la MSA indique que ce serait plus de 50% des agriculteurs qui gagneraient moins de 354 € par mois. Que comptez-vous faire? Parce que seule la politique agricole européenne ne peut pas changer la situation. Que comptez-vous faire et prendre comme mesure d'urgence pour face à cette situation qui est vraiment dramatique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut mettre tout ce qu'on met en place, il faut qu'on continue à le mettre en place. Mais de toute façon, vous prenez les céréales, quand vous cumulez moins de 130 € la tonne, plus moins 30% en termes de récolte, vous me dites qu'il faut compenser 2 fois 30% de baisse, moi c'est toujours pareil, je peux tout faire. Il y a des choses, il y a des moments où sinon c'est des... Il faudrait, à ce moment-là, c'est des évaluations, on dit on a perdu 4 milliards, il faut donner 4-5 milliards. Point. Et c'est quand même compliqué là. Donc j'essaye de faire en sorte que, une partie des exploitations, on le sait,
peuvent connaître des difficultés conjoncturelles, mais peuvent assez vite se redresser. D'autres sont dans des difficultés plus structurelles, c'est celle-là qui nous pose le plus gros problème et sur lesquelles les aides doivent être le plus ciblées et qu'on doit avoir le travail le plus important. Il reste la partie, là aussi plus compliquée sur ceux qui sont en telle difficulté qu'on a du mal à imaginer qu'ils vont pouvoir repartir. C'est bien. Et alors il faut que ce soit le moins possible. Là aussi, je vais demander, est-ce qu'on a une vraie discussion pour arriver à évaluer à peu près, on voit celles qui sont vraiment dans cette rupture-là. Et donc sur Prime Activité RSA, c'est vrai que là au moins c'est des moyens de solidarité nationale, il faut qu'on les mobilise. Alors, d'après les chiffres qu'a donné le président de la MSA, on est toujours aujourd'hui à 77 000 agriculteurs qui ont sollicité la prime d'activité. On a cherché à assouplir d'ailleurs les critères pour qu'on puisse venir en aide. Parce que si le problème c'est le revenu aujourd'hui, vous savez bien que le revenu c'est un produit brut, un chiffre d'affaires, moins l'ensemble des charges, plus ce qu'on doit tirer comme revenu, c'est ce qui reste. Et là, la mesure qui permet de savoir et de faire ces évaluations, c'est le fait qu'on avait, puisqu'on avait baissé les charges, vous le savez, pour près de 7 points supplémentaires, avec le plan de septembre 2015 du Premier ministre. Donc ça, c'était fait pour avoir 0 charge derrière. C'est-à-dire pour leur alléger complètement et qu'ils bénéficient aussi d'une mesure, alors que les autres allaient bénéficier de la baisse de charge, la baisse de charge calculée sur un revenu positif. Donc c'est ça qu'on a fait. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, moi, ce que je veux, il faut que j'arrive, c'est à mettre en œuvre le plus vite possible ce plan, parce qu'il faut qu'ils viennent en aide et que les agriculteurs qui ont à passer la mauvaise étape conjoncturelle puissent le faire dans les meilleures conditions. La demande de la FNSEA, c'était de dire que ceux qui bénéficieraient de taux d'intérêt satisfaisants et faibles, parce qu'ils ont une situation financière solide, eh bien, le même taux d'intérêt soit servi à ceux justement qui connaissent une difficulté et qui, si on n'est pas là pour garantir les prêts, vont payer des intérêts plus importants alors qu'ils méritent la même chose que les autres. Donc d'où le fonds de garantie, d'où 1,5 milliard. Et puis après, on va revenir sur l'élevage, qui peut bénéficier de l'ensemble des dispositions, mais auquel on va rajouter les 100 millions d'euros liés au plan de réduction volontaire de la production laitière et à ce qu'on a rajouté aux 50 millions d'euros disponibles par l'Europe, plus ces 50 millions d'euros français. Donc ça fait 100 millions qu'on va réinjecter aussi dans les facs et dans le traitement des dossiers dans les cellules d'urgence. C'est ça qu'on va faire. Et en espérant, je l'ai dit, qu'au fond, c'est la mesure la plus structurante, la plus structurelle, c'est-à-dire la baisse volontaire de la production, qui fasse que le marché se redresse et qu'enfin les prix remontent, parce que ce sera quand même la meilleure manière de régler en partie, enfin de régler le problème tel qu'il est posé aujourd'hui. C'est la mort de niveau mondial. Pour l'instant, les Néo-Zélandais ont fait des gros efforts de réduction, et nous, l'Europe, après. Malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai mis 7-8 mois à convaincre. 4 ans après la première réunion sur l'agroécologie au ministère et à 2 mois maintenant de celle qui va clore les travaux, quel bilan vous tirez de ces 4 années de pédagogie et j'ai envie de vous demander en quoi la conjoncture européenne et mondiale notamment a été un frein? Ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on est parti avec le premier rapport de Marion Guillou, vous savez, sur les pionniers. C'est-à-dire ceux qui avaient anticipé des nouveaux modèles de production, mais qui étaient assez en fait isolés, qui étaient des pionniers. Ce qu'on a fait avec la loi d'avenir, c'est qu'on a essayé de leur donner une visibilité et on a essayé de créer des J2E pour pouvoir lancer des dynamiques. Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? On doit être à plus de 300 J2E. On doit couvrir plus de 300 à 350 000 hectares. Je pense que la masse critique commence à être atteinte. J'avais dit qu'il faudrait arriver vers les 500 000 pour arriver à basculer vers la moitié des exploitations d'ici 2025 en agroécologie. Donc les choses ont bougé. En même temps, je sais aussi que les résistances sont fortes. Et qu'il y a toujours le regard par-dessus la haie de celui qui ne fait pas comme les autres et avec la suspicion qui consiste à dire est-ce qu'il n'est pas un peu
déranger, le garçon, il n'aurait pas mangé un peu trop de luzerne, là, pour se lancer dans l'agroforesterie, comme il le fait. Mais en même temps, je pense que le processus est engagé. Il faut qu'on passe du pionnier à l'ambassadeur. Et on a commencé à agréger une masse à peu près critique. Mais ça reste fragile, j'en ai parfaitement conscience. Ce que j'ai comme certitude, c'est comme on n'a pas été dans un système où, comme les CTE, qui consistait à dire je vous donne de l'argent et vous faites, le jour où j'ai plus d'argent, vous faites plus. Ça, j'ai pas fait ça. Au contraire, on reste sur une dynamique qui consiste d'abord à faire que les agriculteurs y trouvent leur intérêt économique. Les MAE, c'est un peu la... Alors les MAE, c'est la limite, parce que les MAE, c'est tout le système européen qui consiste à partir du principe suivant, faire de l'environnement, ça coûte. Donc vous pouvez donner une aide. Dire que l'environnement peut permettre de gagner de l'argent et verser quand même une aide pour enclencher le processus, ah non, ça marche pas. C'est bien le problème des MAE, aujourd'hui, de toute la conception de l'environnement qui peut exister aujourd'hui. Mais je suis quand même plutôt assez, malgré tout, satisfait de ce qui s'est passé et de ce qui est en train de se passer. Je reste prudent, donc on va voir le 15, mais on a quand même fait bouger des choses. Et puis on a mis surtout en place des règles, des modèles, des critères. C'est pour ça que je compte beaucoup sur mes critères, là, les 3 que je vous évoquais, parce que je pense que derrière, en plus, ça nous permettra d'aller vers ce qu'on a mis dans la PAC 2020, là, hein. C'était 2020, pourquoi je dis 2020, moi, 2020, c'était la question des zones homogènes, vous savez, d'objectifs. Par exemple, en termes de pédoclimatique, pour les céréales, je prends le grand bassin de la Beauce, on dit, on a un objectif de passer de 1,5 à 3 en termes de matière organique. On va passer, alors là, les critères sur la biodiversité sont un peu plus complexes, mais on peut les trouver. Il y a une étude de l'INRA de Dijon là, sur ce qu'ils appellent le génosol qui fonctionne très très bien. Et avec ces critères, on dit voilà, on s'engage à, et on touche les aides pour, aller vers. Et si on arrive au bout, on sait qu'à ce moment-là, on aboutit, oui, en termes environnementaux, à du positif. Et là, ça permettrait de changer complètement l'approche environnementale. Elle n'est plus une contrainte normée, elle devient une dynamique d'intérêt pour le secteur agricole. Bon, alors quand j'ai dit ça, hein, je vous fais ça ce midi, là, mais après derrière, il faut bosser là. L'actu, c'est la révision de l'arrêté de 2006 sur l'utilisation des produits phyto. On a vu passer les communiqués de la FNSEA, pas content. Donc, où ça en est, sachant que vous avez une date butoir, ce que j'ai bien compris, c'est que le Conseil d'État a dit le 6 juillet, il faut abroger l'arrêté actuel dans les 6 mois, donc vous avez jusqu'au 6 janvier, c'est ça? Bon, d'abord, il y a une modification des règles européennes, donc il va falloir en tenir compte. Parce que tout le débat va porter sur transposition, pas sur transposition. Donc pour le ministère de l'Agriculture. C'est vous qui l'avez dit. Voilà. Pour le ministère de l'Agriculture, c'est d'abord l'application des règles qui vont arriver et qui arrivent déjà au niveau européen. On se met en conformité. Ça, c'est le premier point. 2, pour moi, il y a un deuxième point majeur, et c'est déjà dans le plan Éco-Phyto 2, c'est que quand même, puisque je sais techniquement ce qui m'a été dit par l'IRCA et son directeur général, on a quand même quelquefois entre du matériel qui en balance, pour 100 que vous balancez, vous en avez 40 qui finissent sur la surface côtière, 40-45 qu'on retrouve 100 mètres plus loin, et le reste on ne sait pas où c'est. Tout ça c'est payé par les agriculteurs, et en plus ça peut toucher, c'est hors cible. Moi je me dis, mais comment aujourd'hui on peut continuer à avoir des systèmes de pulvérisation qui en foutent partout et qui font qu'on gaspille et en plus qu'on pollue. Mais ça coûte cher de changer un pilier. Oui, on a mis dans le plan Éco-Phyto un certain nombre de choses. Moi je veux aussi qu'on conditionne une partie du débat sur l'article et l'arrêté au fait qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui sur des sujets comme ça d'avoir du matériel qui t'en mettent partout alors qu'on pourrait en mettre juste là où il en faut. Moi je pense qu'il faut que ce décret, c'est arrêté. C'est un arrêté. Arrêté. Ça favorise justement ça. Qu'au moins on ait une logique d'incitation, parce que sinon, bon. Et c'est une incitation à un investissement qui, au bout du compte, on avait fait le rapport du CHGER, et ce qui permet d'aller le plus vite dans la baisse
en termes de nodus, des phytos. Donc ça, c'est un vrai sujet. Troisième point, on a, alors après, c'est la définition des cours d'eau qui sont à protéger. Ça, c'est un vrai débat. On va éviter on va rester, pour ce qui me concerne, sur la cartographie des cours d'eau telle qu'elle existe, parce que sinon on rentre dans des débats où on ne s'en sort plus. Puis après, alors, il y a deux sujets qui sont liés à l'application ou non des AMM sur un certain nombre de produits, qui fixaient déjà des zones de non-traitement, que ce soit proche des habitations ou proche des haies ou des milieux à forte biodiversité, à zone sensible, qui sont évidemment pas respectés. Alors, est-ce qu'on rentre dans un système forfaitaire de protection de zones de non-traitement? C'est toute la question et tout le débat. Entre les AMM, je répète bien, aujourd'hui vous avez des AMM qui indiquent des distances de non-traitement qui sont plus ou moins appliquées et qui sont différentes selon les produits. Donc la question que pose la santé et l'environnement, c'est de dire comme c'est pas appliqué, comme c'est différent, mettons quelque chose de forfaitaire pour protéger les zones de biodiversité et les habitations. Alors sachant que sur les habitations, la loi d'avenir, le débat qu'on avait déjà eu, puisqu'on avait déjà eu les 200 mètres, tout le monde faisait des calculs, c'était de dire, il y a d'abord des premiers principes des systèmes de protection à mettre en œuvre, et murs sur les zones sensibles, avec population sensible. S'ils n'existent pas, ce sont les arrêtés préfectoraux qui, à ce moment-là, définissent ces zones de protection. Ça s'est fait dans 13 ou 14 départements aujourd'hui, ces arrêtés préfectoraux. Donc moi, je suis pour qu'on encourage, sur cette base-là, ce qui s'est passé. Et alors, j'en revenais à ce que je disais tout à l'heure, mais en même temps, ce que je me dis, c'est que, par exemple, sur la biodiversité, il y a tous les systèmes qu'on promeut en termes de couverture, de développement de la biodiversité. En fait, là, on va discuter d'arrêter avec des zones de protection, c'est une complexité énorme, soit vous êtes sur la haie, sur le vagin, vous allez faire 5 mètres, 10 mètres, enfin, des trucs. Alors que si on était sur des critères objectifs de biodiversité, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Qu'on augmente la biodiversité. Comment on va arriver à faire passer le message qu'on doit être non plus dans un environnement de conservation, mais dans un environnement de création? Le système Ségolène Royal du punitif à, comme on disait, pas l'écologie punitive. Bon, bah oui, mais une fois qu'on a dit ça, toutes ces règles là, qui sont calculées sans prendre en compte les éléments de modification des modèles de production, les possibilités qu'on peut avoir de développer des structures avec de la biodiversité bien plus grande, moi c'est ça qui me peine. Je suis un peu tout seul, tout ça. Les associations environnementales, elles pensent qu'il n'y a qu'un débat, c'est l'agriculture bio d'un côté, le conventionnel de l'autre. Bon, donc on fout des normes sur le conventionnel, et puis si vous voulez faire quelque chose de bien, c'est l'agriculture bio. Moi je pense qu'à terme, et on a fait, en plus, et c'était très intéressant, c'était avant-hier, il y a un communiqué qui est sorti sur le rapport sur la bio, sur les indemnités positives de la bio. On a eu une bonne discussion, très bonne discussion. Mais j'ai dit, ils ont comparé ça à 1 hectare de céréales en conventionnel. Donc on va chercher la comparaison entre le bio et 1 hectare de céréales en conventionnel. Et donc on compare à 1 hectare de bio, 1 hectare de céréales. Et donc on voit les indemnités positives qu'apporte la bio. Oui, mais moi je dis la chose suivante. J'ai toujours plaidé pour que l'agroécologie s'applique partout. Je considère que le Grenelle de l'environnement qui disait l'enjeu pour l'agriculture c'est faire 20% de SAU en bio, sous-entendu pour les 80% qui restent, voilà, on s'en fout. 20% on va atteindre 6-7% aujourd'hui, on aura pratiquement doublé, plan ambition bio on l'aura fait, et c'est tant mieux, et moi je suis pour préserver la bio, mais les critères sur lesquels ils ont travaillé, et ils vont revoir, on a eu une très très bonne discussion, c'est la bio pris dans l'agroécologie. Parce que la biodiversité, avec les couvertures de sol, elle existe et elle va se développer. Si je compare de la bio qui laboure à un mec qui utilise 1,5 litre de glyphosate mais qui fait de la biodiversité, si je prends la biodiversité, je pense, et je suis sûr, que c'est celui qui sera en non-labour avec 1,5 litre de glyphosate à l'hectare qui devrait l'emporter, en termes de biodiversité. Pour les abeilles, c'est pas... Pour les abeilles que vous avez bien défendues... Oui, mais moi je le kiffe parce que j'ai vu ce débat aussi. On a interdit le glyphosate, très bien. Mais aujourd'hui, alors que moi je suis convaincu, et je vous le dis quand même pour avoir une belle image, puisqu'il n'y a que des sportifs autour de la table, 1,5 litre à l'hectare, c'est comme si vous mettiez une bouteille d'évian dans le milieu d'un stade de foot. Faut que quand même tout le monde pense à ce que ça représente. C'est fini le temps où je te foutais, je t'en passais 3-4 fois. C'est ça, les meilleurs en conservation des sols aujourd'hui, à la panne.
C'est ça le truc. Et avec ça, vous faites de la biodiversité, vous faites de la légumineuse, vous faites tout ce que vous voulez. Bon, bref, je ne suis pas en train de dire, parce que, à la limite, le glyphosate, le jour où on s'en séparera, il n'y a aucun souci. C'est pas mon problème. Pour l'instant, pour passer d'un système à l'autre, on a encore besoin d'un certain nombre d'outils. Et c'est vrai que il y a cet avantage d'être, vous le savez, un herbicide total qui évite donc des passages, des multiples passages. Bon, c'est tout. Je suis pour la bio, mais je leur ai dit, il faut qu'on mette l'enjeu du comparatif avec la bio à celui qui pourrait être une agriculture qui globalement intègre beaucoup mieux la dimension environnementale. Parce que sinon, on fait comme si on allait rester de manière ad vitam aeternam sur un sujet qui consiste d'un côté il y a la bio, de l'autre côté il y a le conventionnel avec plein de phytos. Bah non, quand même, il va falloir qu'on baisse du côté des phytos. On n'est plus dans le conventionnel, machine plus chimie, c'est pas vrai. Parce que si on en reste là, c'est, comment dirais-je, c'est abaissant pour le débat. Et même pour l'agriculture. C'est un espèce de confort qui consiste à se renvoyer dans la balle. Tu fais de l'économie, mais tu veux pas t'occuper de l'environnement. Tu fais de l'environnement, c'est les petits oiseaux et les sandales, et puis tu veux pas faire d'économie. On connaît ça par cœur, ça fait 30 ans que ça dure. Continuons. Le bonheur est dans le pré, il faut que ça continue. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça qui me rend... Tiens, ça m'énerve. Vous avez fini par m'énerver. Sur un sujet différent, cette fois sur l'agroalimentaire. Une question sur le CIAL, donc le Salon international de l'alimentation, ouvre dimanche. Dans une ambiance un petit peu morose, comme régulièrement ces dernières années. Comment vous expliquez justement que l'agroalimentaire français peine à retrouver de la croissance alors que d'autres secteurs industriels comme l'automobile par exemple redémarrent? L'agroalimentaire français est à la peine, y compris sur l'export. On a toujours du mal à, vous parliez des PME tout à l'heure, à exporter, malgré les plans qui ont été lancés sous votre ministère depuis 4 ans. On a toujours des difficultés. Voilà. Est-ce que vous avez des explications à donner là-dessus? Merci. Bon, d'abord, on a quand même progressé. Que je le dise, parce que sinon on va finir par croire que de toute façon tout ce qu'on a touché a été un échec. C'est pas vrai, on a progressé, je dis entre 2014 et 2015, on avait redressé la balance commerciale à cet accru. On sait que là, timidement, ouais, mais alors, attends, on a fait en termes de production agroalimentaire 1,5% de plus, et on a dû faire plus 6% en termes d'excédent de balance commerciale. Et puis là, on va baisser. Bon, les conditions, je ne peux pas vous les rappeler, vous les avez en tête, et on va baisser. Quel est le problème? C'est la bonne question. Est-ce que c'est qu'un problème de politique publique? On avait besoin de revoir complètement notre organisation. À l'export, Business France, Sopexa, Ubi France, vraiment, hein, la France dans sa diversité. Hein. Donc c'est de la richesse, mais alors c'est le bazar. Hein. Sur les exportations, la capacité à s'organiser. Quand je vois que des petits pays comme l'Irlande mettent en place des plateformes green, je ne sais plus comment ils appellent ça, où ils ont tous ensemble, ils répondent à des appels d'offres ensemble. Nous, oh là 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 là. Comment veux-tu qu'une grande coopérative dans le cochon, là, s'associe avec un industriel du cochon, alors qu'ils se regardent dans le plan du groin, hein. Et ils veulent pas travailler ensemble. Après, ils ont tout un tas de raisons. On a vraiment un problème de ce côté-là. Et ça nous limite notre capacité à être offensif au niveau mondial et au niveau européen. Donc ça, c'est un travail culturel, d'organisation. Nous, on l'a fait au niveau du gouvernement, de ce qu'on a fait comme choix avec Fabius très tôt, hein, les fusions, là, pas les fusions, mais la fusion plutôt, la réorganisation sous Sopexa Business France, qui fonctionne plutôt bien maintenant, qui se structure, et je vous ai donné le plan stratégique qu'on va faire, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on aura remis tout à plat, on aura mis des zones de plateforme pour pouvoir aider les entreprises, on aura redéfini notre stratégie, et ça c'est très important pour l'avenir. Mais c'est des efforts colossaux. La plateforme viande export, il faut la reprendre tout le temps. Tout le temps. Alors après, on a aussi des outils qu'il faut qu'on améliore. L'assurance court terme, l'assurance crédit export court terme, qu'on va arriver à mettre en place là, dans les jours qui viennent, ça c'est très important. Parce que c'est vrai qu'on avait des systèmes de crédit export qui ne sont pas forcément adaptés, par exemple pour la viande, à des marchés qui ne sont pas
toujours des grands marchés, mais qui nécessitent qu'on sécurise une entreprise pour qu'elle puisse conquérir un marché certes modeste, mais qui est important parce que ça fait de l'export de toute façon. Et puis après, ce que je pense aussi, c'est que on a une agriculture, et c'est tout à l'honneur des agriculteurs, qui est vraiment dans une stratégie commerciale de l'offre. Ce que je produis doit trouver son débouché. Il faut qu'on arrive, il faut garder ça, parce que l'image de la France, la qualité de la France, c'est ça, mais il faut arriver aussi quand même à construire des stratégies qui consistent à dire, à partir de l'envers, où sont les débouchés et comment je vais essayer de m'y adapter. Ça, c'est une vraie question. Je pense en particulier à la question de la viticulture. Il faut qu'on cherche à mieux s'adapter, à mieux répondre à ce qu'il y ait une demande aujourd'hui à l'échelle mondiale. Donc après, une fois que j'ai dit tout ça, donc il y a tout un tas de facteurs, hein, qu'il faut plus TPE, petites entreprises. Les grandes entreprises sont des grandes entreprises exportatrices, c'est souvent des leaders mondiaux, vous les connaissez tous. Puis après, on a tout un tissu de PME, et là, c'est à nous aussi d'être en capacité de mieux les aider à pérenniser les marchés d'export. C'est ce que j'ai dit, c'est le troisième point du plan stratégique de la fin d'année. Ça, c'est un point, parce que si on ne les aide pas, d'abord, elles ne pourront pas grossir pour devenir des ETI, et elles peuvent faire quelquefois des coûts et trouver des marchés à l'export, mais les perdre tout de suite après. Donc il faut qu'on soit en accompagnement pour pérenniser les marchés qu'elles peuvent trouver. Voilà en gros la situation. Bon, je vais aller à l'Assemblée nationale, répondre à des questions moins agréables quelquefois, mais tout aussi pertinentes. En tout cas, je vous remercie, et puis ma foi, bonne suite à l'AFJA. Hein. Merci beaucoup. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.